Chers fidèles téléspectateurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois sur le plateau de votre émission V comme Ville pour une édition consacrée au patrimoine architectural sénégalais. Un patrimoine constitue une grande valeur pour une société, caractérisant une époque, une culture, des savoir-faire, une identité. Pour discuter sur ce thème, nous accueillons aujourd'hui notre chère invitée, Madame Alissa Barry, architecte, urbaniste et spécialiste du patrimoine culturel africain, également professeure de patrimoine au Collège universitaire d'architecture de Dakar. Avant de débattre sur ces thématiques, nous vous proposons tout d'abord de faire un point en images sur un grand architecte du pays, de Komambel à Bamako en passant par Paris, avant de revenir à Dakar, afin de servir son pays. Cheikh Ngom a incontestablement contribué à la valorisation de l'architecture africaine en général et sénégalaise en particulier. C'est avec Cheikh Sadibou Cissé. Immeuble Faisal, immeuble FAD, l'imposant tour de la Banque centrale, siège du pouvoir monétaire de l'UEMOA. Dans le ciel de Dakar, il domine le skyline de la capitale. Sur la corniche ouest, visible de tous les points de rue de Ouakam, la mosquée de la divinité, une véritable prouesse architecturale. Hors de la capitale, la grande mosquée de Tivaoune, symbole du Tidjania au Sénégal, ainsi que le somptueux et célèbre palais d'Ilimbaye, niché en plein cœur de la ville de Louga. Derrière tous ces édifices, un homme. Cheikh Ngom, l'un des tout premiers architectes du Sénégal indépendant, du moins le premier. L'histoire du bâtisseur Cheikh Ngom commence à l'aube des indépendances. Sous le demande des autorités qui voulaient former de nouveaux cadres sénégalais dans divers secteurs, Cheikh Ngom entame des études en ingénierie à l'école Héron, en France, où il décrochera son diplôme d'ingénieur en travaux publics. Je suis Cheikh Ngom, de profession ingénieur des travaux publics. Une fois à Dakar, il est embauché à la direction régionale du port autonome de Dakar. Au port de Dakar, il fallait des ingénieurs des travaux publics pour gérer au port, les travaux du port. Alors, je suis devenu ingénieur des travaux publics et à la direction du port autonome. Ce n'est pas comme maintenant. Avant, c'était des ingénieurs qui étaient les chefs. Par la suite, il fut envoyé une fois de plus à Paris, encore sous la demande du gouvernement, ayant comme volonté cette fois-ci d'avoir des architectes sénégalais. Il passa d'abord par des études en urbanisme à l'université Paris-Dauphine, puis par l'école spéciale pour 3 ans d'études en architecture. Ingénieur de base, urbaniste puis architecte, c'est alors que Cheikh Ngom rentra définitivement au pays après 6 années d'études, devenant ainsi le premier architecte sénégalais. À peine fonctionnaire, il démissionne et crée son propre cabinet, privilège qui, jusque-là, n'était réservé qu'à des blancs. Sa vocation principale n'est pas d'être un fonctionnaire. Il est profession libérale. C'est ainsi que j'ai demandé à Senghor de me libérer de la fonction publique. Et on avait donc créé le premier Sénégalais à faire un cabinet d'architecture à Dakar. Atelier d'architecture et d'urbanisme, Cheikh Ngom. Après un an d'exercice, en 1975, Cheikh Ngom décroche le concours de la Banque centrale. Ce concours, je l'ai gagné. En ne trichant pas, je ne parle pas beaucoup. Les circonstances des gens ne le savent pas, mais c'est un concours ouvert. Donc pour moi, la Banque centrale, ça a été un événement. C'était la révolution au niveau du Sénégal et au niveau des pays africains qui étaient là. Une aubaine. Aujourd'hui, ses œuvres prouvent encore son génie et son savoir-faire. La Banque centrale, une tour remarquable de par sa hauteur et sa silhouette majestueuse, un symbole de la sous-région. Lorsqu'elle fut inaugurée en 1979, c'est le plus haut bâtiment du Sénégal avec ses 83 mètres de hauteur. D'après Cheikh Ngom, sa forme évoque l'arbre ancestral et sacré de la Casamance, le fromager. Mais au-delà de ce siège de la BCEAO, Cheikh Ngom a conçu et réalisé beaucoup d'infrastructures au Sénégal et dans d'autres pays. Et là, je lui ai
fait son immeuble Faisal. Et puis, sa cité Faisal au croisement de Cambérène. Je lui ai fait sa cité Bagdad à Loua. Et je lui ai fait un palais. Je ne dis pas une villa, hein, c'est un palais. Les 2 amphis de 1500 places à la fac de droit. Ces œuvres font aujourd'hui partie intégrante de l'armature urbaine de la capitale, ce qui peut les conférer, à mon avis, comme des bâtiments faisant partie de notre patrimoine. Car tous les œuvres de Cheikh Ngom sont réputées par leur production sobre, alliant tradition et modernité. Aujourd'hui, il est élevé au rang de grand officier de l'ordre du mérite par l'État du Sénégal et une rue à Ziguinchor porte désormais son nom. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour exprimer à M. Mbaye Cheikh Ngom et à sa famille les chaleureuses félicitations du grand censeur de l'Ordre national du Lion pour les bons et loyaux services qu'il a rendus à la nation. Aujourd'hui, c'est une grande fierté quand nous pensons à Dakar, que nous voyons au milieu de cette cité tourner cette grande tour de la BCEAO et qu'on nous dise que c'est l'œuvre de notre patriarche. Vraiment, cela nous fait plaisir et c'est la Casamance tout entière. Cheikh Ngom, c'est celui qui s'est forgé son propre style, inspiré de son souci immaculé d'enracinement aux valeurs culturelles africaines, tout en s'ouvrant aux méthodes modernes de l'ingénierie. Voilà un modèle pour la jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur Cissé, pour ce beau reportage enrichissant. Alors, bonjour, Madame Alice Savary. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau de l'émission Vécamville. Alors, comme dit tantôt, vous êtes architecte, urbaniste, spécialiste du patrimoine culturel africain et professeur au Collège universitaire d'architecture de Dakar. Alors, dites-nous, Madame Alice Savary, qu'est-ce que le patrimoine architectural pour vous? Et aussi, qu'est-ce que ça représente pour un pays? Ok. Alors déjà, merci de m'avoir invité aujourd'hui sur ce plateau et félicitations pour cette initiative. Alors comme vous l'avez dit dans l'introduction, le patrimoine culturel, c'est vraiment l'identité. C'est l'identité d'une société, l'identité d'un peuple. C'est ce qui fait le lien entre son passé, son présent, son futur. Et c'est exactement ça, le patrimoine architectural. Le patrimoine architectural est une représentation matérielle du patrimoine culturel. Donc c'est une façon de comprendre comment les peuples vivent à une époque donnée, une façon de comprendre comment ils interagissent entre eux, comment ils se déplacent. C'est vraiment une façon de comprendre comment ils vivent. Et c'est exactement ce qu'est le patrimoine architectural. Ok, donc comme vous venez de le dire, c'est une façon de comprendre comment les peuples vivent. Donc ça veut dire un peu que c'est le patrimoine architectural qui inspire la manière de construire et la manière d'habiter des peuples. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment à travers la façon d'habiter, à travers l'habitat, qu'on comprend la culture d'un peuple. Par exemple, je peux citer l'exemple de la case à impluvium en Casamance, qui représente la culture Diola. Et vraiment tout de la façon de construire ou de la façon d'habiter dans cette case représente cette culture Diola. C'est une architecture en terre et en bois, en paille, parce que ce sont des matériaux qu'on retrouve directement localement. Même dans la disposition de la case, qui est vraiment un ensemble de modules qui se réunissent autour d'une cour intérieure, ça représente l'esprit de cohésion, parce que c'est toute une famille qui vit à l'intérieur de cette case. Et justement, donc, on appelle ça la case à impluvium parce que l'architecture est faite de telle sorte qu'on peut recueillir la pluie. Or, la pluie est quelque chose de très récurrent dans cette région du Sénégal. Si je peux donner un autre exemple, par exemple, on a les Pench à Dakar, qui sont initialement au nombre de 12, et qui représentent les villages traditionnels qui étaient à l'origine de la République Lébou, donc à Dakar. Et donc, il faut savoir que les Pench représentent à la fois donc, la culture Wolof et Lébou, leur façon de vivre, leur façon d'habiter. Le chiffre 12, par exemple, est un chiffre qu'on retrouve beaucoup dans la cosmogonie Lébou. Et voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui rappellent la culture Wolof, la culture Lébou. Okay. Et donc, dites-moi, selon vous, en tant qu'architecte aujourd'hui,
Ne pensez-vous pas que l'architecture d'aujourd'hui se réfère à un savoir-faire ancestral ou même archaïque? Ok, alors je pense qu'il faut faire attention avec le mot archaïque parce que archaïque, ça se réfère à quelque chose de dépassé, de périmé. Or justement, il faut savoir que les savoir-faire anciens peuvent être très riches. Bien sûr, tout n'est pas toujours bon à prendre, mais en fait, l'architecte ne part jamais de rien, ou en tout cas ne doit jamais partir de rien. Donc, il doit forcément se référer à ce qui s'est fait dans le passé et voir ce qu'il y a de bon à apprendre, ce qu'il peut utiliser pour s'inspirer pour le futur. Et justement, c'est important pour les architectes, les urbanistes, d'abord se référer à ce qui s'est fait dans le passé, le comprendre, le documenter pour voir comment construire l'avenir. Ok, d'accord. Alors, parlons de patrimoine architectural sénégalais. Il est primordial de se pencher sur une histoire commune, douloureuse, qui a laissé ses empreintes tant sur le plan linguistique, culturel, religieux que matériel. Il s'agit de la colonisation. Des siècles de domination qui ont introduit de nouveaux modes de construction, différents des nôtres, mais qui font désormais partie intégrante de notre patrimoine. Aujourd'hui, beaucoup de lieux rappellent le temps colonial de par leur architecture. La gare de Dakar, le pont Faidherbe, la chambre de commerce de Thiès ou l'église Saint-Paul de l'île de Carabane. Île où justement, nous faisons focus sur ce reportage avec Moussa Lombacham. Nous sommes en 1836. Après des jours en mer, un bateau français aborde les rives difficiles du fleuve Casamance. Son équipage à bord a pour mission d'y établir un comptoir. Ce sont là les débuts de la conquête de la Casamance. Le comptoir est installé sur l'île de Carabane qui se trouve juste à l'embouchure du fleuve Casamance. L'île devient ainsi le véritable point de départ de l'établissement des Français sur cette partie du Sénégal. Quand les Français arrivèrent sur l'île, ils y découvrirent une communauté d'agriculteurs et de pêcheurs qui joueront un rôle très important dans leurs implantations ici en Casamance. Le colon est arrivé vers les années 1836. La première chose qu'il a fait, parce que Caravane était pratiquement une forêt, il y avait à l'entrée du fleuve Casamance, à la rive gauche, c'est là-bas qu'il était allé même pour voir. Il a pu trouver les habitants qui étaient là-bas. Il a demandé, parce qu'il était intéressé par ces zones. Avant d'habiter aussi, il faut demander quand on arrive en tant qu'étranger. Donc, il a demandé aux habitants de la rive gauche, je suis intéressé par l'autre côté là-bas. C'est un roi, le roi du Cagnout, qui va vendre cette île aux Français pour la maudite somme de 196 francs annuels. Après leurs installations sur celle-ci, ils progressèrent sur le continent et commencèrent à imposer aux agriculteurs la culture de l'arachide, au détriment de celle dite vivrière. Ici, en Basse-Casamance, c'est une femme, Alioune Sitoé Diatta, aussi connue sur le nom de Dame Cabros, qui résista contre l'implantation de cette culture de l'arachide. Moins glorieuse que cette dernière, la peinture à la chaux faite à base de crustacés tels que les huîtres était également pratiquée sur l'île et revendue par les Français ou Britanniques, qui possédaient les colonies gambiennes. Ancienne esclaverie donc, et premier comptoir commercial français, Carabane fut aussi la première capitale administrative de la Casamance jusqu'en 1904, date à laquelle elle fut remplacée par Ziguinchor. Il fut doté d'un plan d'urbanisme en 1852, qui permit la construction de plusieurs bâtisses d'une magnifique architecture. La mission catholique en 1880, l'église de style breton en 1885, ou encore le pénitencier asile de déportation des résistants à la colonisation, pudiquement appelé l'école spéciale, sont de parfaits exemples et témoins sur les belles architectures que nous offre l'île. Carabane n'a dès lors rien à envier à ses sœurs Gorée et Saint-Louis. Non loin de l'église qui, aujourd'hui, a été entièrement rénovée par l'État du Sénégal, un lieu attire l'attention.
le cimetière français, vestige historique où fut enterré le capitaine Protet, capitaine de l'infanterie marine qui, selon l'histoire, fut frappé d'une flèche empoisonnée par le fils du roi de Fiol, l'une des tribus de la communauté Djola. Mais autant que la valeur de témoignage de ces vestiges, c'est de leurs inscriptions dans un site naturel de toute beauté que résulte le charme de l'île historique et fait de Carabane un site chargé de résonances indéfinissables. Patrimoine national du Sénégal est plus qu'une île remplie d'histoire. Carabane, c'est aussi de braves hommes et femmes qui portent cette île sur leur cœur. Île où le temps semble bien s'être s'arrêter. Carabane, une île où le temps semble s'être arrêté. Alors dites-moi, Madame Barry, est-ce que vous aussi vous avez eu ce ressenti, vu que le patrimoine de cette île englobe, vu ce que le patrimoine de cette île englobe, et aussi comment elle a été laissée à l'abandon? Alors déjà, félicitations pour ce reportage, je l'ai trouvé très intéressant et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que vous avez vraiment mis en avant donc l'aspect colonial, mais pas uniquement, parce que vous parlez aussi de l'esclavage, vous parlez aussi d'Aline Sitoé Diatta, vous parlez de la révolution, finalement avec la mort de Protet, qui a été tué par les locaux. Donc je pense que c'est vraiment un exemple qui montre le patrimoine culturel sous tous ses aspects, l'histoire sous tous ses aspects. Et effectivement, je trouve ça très dommage que une île comme ça, une île aussi riche, soit laissée à l'abandon, même si vous avez évoqué par exemple la reconstruction de l'église, qui montre quand même qu'il y a une certaine volonté à maintenir certains aspects de cette île, et je trouve ça très très important. Donc j'espère qu'on continuera dans ce sens, qu'on continuera à prendre conscience de la richesse de cette île, qui est vraiment un aspect important de l'histoire de notre pays. Okay. Et en regardant par exemple la Chambre de commerce de Dakar, est-ce qu'on peut dire que l'architecture coloniale est une reproduction identique de l'architecture de la métropole? Alors, c'était la volonté au départ de reproduire l'architecture qu'on retrouvait donc en France. C'est, comme vous l'avez dit, l'exemple par exemple de la Chambre de commerce où on reprend une architecture de style néoclassique. Et au fur et à mesure du temps, on va essayer de s'adapter beaucoup plus au contexte local, notamment au contexte climatique. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus, l'architecture va être conçue depuis la France pour l'ensemble de ces colonies, dans le but d'essayer d'uniformiser les colonies françaises. Et donc, c'est là qu'on ajoute des éléments plus proches, en tout cas plus adaptés au climat tropical. On va essayer d'apporter des aspects pour la ventilation, par exemple, pour la protection se protéger du soleil, donc avec des vérandas, l'utilisation de persiennes. Et donc, peu à peu, on va également s'inspirer également du monde arabe. C'est le cas, par exemple, du marché Kermel. Et voilà, donc toujours dans l'idée d'évoluer et d'essayer de s'adapter au contexte local. Okay. Donc, les colons, ils s'inspiraient en fait de ce qui se faisait localement. Alors, à la base, non. On essaye vraiment de prendre pour modèle ce qui se fait en France. Et comme je dis, ouais, peu à peu, on va essayer de s'inspirer de ce qui se fait. Et c'est comme ça, par exemple, qu'est née l'architecture néo-soudanaise, qui s'inspire des mosquées qu'on retrouve par exemple au Mali, à Djenné, à Tombouctou. Donc, c'est des mosquées d'architecture dite soudanaise ou soudano-sahélienne. Les colons vont s'en inspirer pour produire ce qu'on appelle l'architecture néo-soudanaise. Et ça va créer des bâtiments comme par exemple le marché Sandaga ou la maternité de l'hôpital Le Dantec, qui malheureusement ont tous les deux été récemment détruits. Est-ce qu'on peut parler de dichotomie lorsqu'on parle de patrimoine culturel et de patrimoine colonial? Alors, très intéressante question, parce que souvent, et aujourd'hui de plus en plus, et je comprends pourquoi, on a tendance à vouloir effacer le patrimoine colonial en se disant que ça ne fait pas partie de nous, ça ne fait pas partie de notre identité.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on le veuille ou non, même si c'est associé à quelque chose de très douloureux, tout ce qui est lié à la colonisation fait partie de notre histoire. On ne peut pas l'effacer comme ça, on ne peut pas le nier. Et donc, c'est pour ça que dans ce sens, il est important de préserver ce patrimoine colonial qui fait partie aujourd'hui de notre patrimoine culturel. Et par exemple, je peux donner l'exemple de la religion. La religion, les religions monothéistes, l'islam, le christianisme, n'étaient pas à l'origine des religions africaines. L'islam est arrivé au Sénégal au IXe siècle, le christianisme est arrivé au XIXe siècle, et pourtant, aujourd'hui, personne ne peut contester le fait que ces deux religions font partie de notre culture sénégalaise. Tous les Sénégalais mangent du tiré à Tamkharit et mangent du ngala à Pâques. Et donc voilà, c'est pour montrer que c'est pas parce que quelque chose ne fait pas partie de notre culture depuis l'an zéro que on doit l'effacer, que ça ne peut pas faire partie intégrante de notre culture aujourd'hui. Et je pense que c'est également le cas pour le patrimoine colonial qui fait donc partie de notre patrimoine culturel. D'accord. Et selon vous, quel est le futur du patrimoine architectural de Dakar, vu l'armature urbaine évolutive? Alors, pour moi, le futur, en tout cas, si on regarde ce qui se fait actuellement, est assez alarmant. J'ai parlé, par exemple, tout à l'heure des exemples, par exemple, du marché Sandaga et de la maternité de l'hôpital de Le Dantec, qui ont été tous les deux détruits récemment, malgré le fait qu'ils faisaient partie du patrimoine classé du Sénégal. Et je pense que vu comment on est en train d'avancer, ce genre de phénomène va arriver de plus en plus. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de continuer à parler de ce qu'est le patrimoine culturel. Je pense qu'il est important de documenter, d'inventorier ce patrimoine, de sensibiliser l'ensemble de la population par rapport à ce patrimoine, et ça ne devrait pas être que l'affaire des architectes. Et donc c'est pour ça que je pense d'ailleurs qu'une émission comme la vôtre est très importante pour justement sensibiliser. Et j'en profite d'ailleurs pour parler de cette nouvelle génération d'architectes qui fait un travail remarquable pour promouvoir le patrimoine culturel à travers leur travail. Je pense par exemple à Nzinga Boop et son partenaire Nicolas Rondet, qui à travers leur agence d'architecture font des constructions qui utilisent les matériaux locaux, comme l'architecture de terre que j'évoquais tout à l'heure. Je pense à Carole Diop, qui réalise des balades architecturales où elle présente le patrimoine architectural de la ville de Dakar. Et enfin, par exemple, à Mamital, qui fait vraiment la promotion de l'architecture du patrimoine culturel à travers sa page Instagram, qui lui sert vraiment d'outil de sensibilisation. Donc, je pense que c'est grâce à des architectes comme ça, des initiatives comme ça, on peut continuer à garder espoir finalement face à ce constat très alarmant qu'on voit à côté avec la destruction de bâtiments importants comme le marché Sandaga ou encore la maternité de l'hôpital de Dantec. D'accord. Merci beaucoup, Madame Alissa Abari. Alors, avez-vous un dernier mot à dire à nos téléspectateurs de V comme Ville? Alors déjà, merci à vous et félicitations surtout pour cette initiative qui est très très importante. Félicitations pour ça. J'espère que vous ferez encore plein de nouveaux numéros. Et donc un message aux téléspectateurs, c'est vraiment de s'intéresser au patrimoine culturel qui est le nôtre, de vraiment avoir à cœur de le préserver parce que c'est ce qui fait notre identité, c'est ce qui fait notre histoire. Et c'est ce qu'on a finalement à offrir aux générations futures et également au reste du monde. Merci. Alors, merci encore. Je le rappelle, vous êtes architecte, urbaniste et spécialiste du patrimoine culturel africain, professeur de patrimoine au Collège universitaire d'architecture de Dakar. C'était un immense plaisir de vous recevoir sur ce plateau de V comme Ville et sur cette télé-école. Merci aux fidèles téléspectateurs. Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne rentrée scolaire et aussi une excellente année scolaire 2023-2024. Nous vous disons à très bientôt sur la télé-école, la première chaîne 100% éducative en Afrique.